Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de La Française que nous avons consacré aujourd'hui à une classe d'actifs particulière, celle des obligations à haut rendement, que l'on appelle aussi communément le high yield. Alors dans ce contexte de hausse des taux que nous connaissons, et qui n'a échappé à personne, et notamment au CGP, est-ce qu'il est encore intéressant de jouer ce segment de marché? Si oui, de quelle façon? C'est ce que nous allons étudier avec nos experts de La Française sur ce plateau, que nous remercions d'être avec nous évidemment aujourd'hui. Je suis avec Victoire Dubrogeot. Bonjour Victoire. Bonjour Jean-Charles. Vous êtes High Yield Portfolio Manager chez La Française. Absolument. Et Hugo Demange. Bonjour Hugo. Bonjour Jean-Charles. Vous êtes responsable relations investisseurs chez La Française. Alors on va parler de taux d'intérêt, forcément, si on parle d'obligations au rendement de high yield. Mais déjà, très rapidement, Hugo, vous nous redessinez La Française. Avec plaisir, avec grand plaisir. La Française, société de gestion qui existe depuis plus de 40 ans, 55 milliards d'actifs sous gestion, répartis sur 2 expertises. Une expertise immobilière et une expertise actifs financiers. Sur l'expertise actifs financiers que l'on représente aujourd'hui avec Victoire, c'est plus de 25 milliards, dont une grosse expertise sur la partie obligataire, et notamment la partie obligataire datée. C'est vrai que la Française est un acteur historique et précurseur sur les fonds datés, puisqu'on a lancé sur ces 20 dernières années plus de 30 millésimes. Et donc c'est vrai que ça nous positionne comme un acteur incontournable sur cette stratégie. C'est plus de 1 milliard 200 millions sous gestion et une équipe dédiée sur le crédit high yield de 6 personnes. Donc voilà un petit peu pour La Française. Et puis un fonds, le dernier millésime lancé fin décembre, fin d'année 2019. La Française Rendement Global 2028 qui s'inscrit pleinement dans cette gamme de fonds à échéance avec une approche durable et responsable pour, accompagner au mieux nos investisseurs. Alors, nous allons revenir sur ce fonds, Hugo, bien entendu, dans cette émission. Mais juste avant, quand même, Victoire, vous allez nous refaire un point macroéconomie, hausse des taux, inflation. Comment vous voyez, quelle est votre vision à La Française ? Alors, c'est vrai que si on regarde les performances depuis le début de l'année, toutes les classes d'actifs ont enregistré des performances négatives avec des retraits à 2 chiffres. Donc, le high yield s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Il y a 2 éléments d'explication à ça. Le premier, c'est le cycle de resserrement monétaire qui a été engagé par les banques centrales, et notamment la Fed et la Banque centrale européenne, pour juguler l'inflation. Ces politiques monétaires restrictives ont mené à beaucoup de volatilité sur le marché des taux et ont impacté particulièrement les actifs à duration, donc les dettes d'État et le crédit investment grade. Et d'autre part, on a un risque croissant de ralentissement de l'économie mondiale, et ce risque-là pèse de manière beaucoup plus prégnante sur les classes d'actifs risquées, donc le high yield. Si on regarde en termes de primes de risque, les spreads, ce qu'on appelle les spreads en anglais, depuis le début de l'année, en fonction des marchés qu'on regarde, les primes de risque se sont écartées entre 150 et 200 points de base. Donc on est maintenant au-dessus des moyennes historiques. Et on est à peu près au niveau auquel on était fin 2018 lors du dernier cycle de resserrement monétaire engagé par la Fed. Alors nos perspectives pour la fin de l'année, c'est qu'on pense que les banques centrales vont continuer de mener des politiques restrictives. Néanmoins, on pense que la dégradation de l'environnement économique qui pourra en découler ne sera pas homogène en fonction des zones géographiques. Si on prend les États-Unis par exemple, on voit que la Fed est bien plus en avance dans son cycle de resserrement monétaire que ne peut l'être la BCE. On a quand même une indication que le pic d'inflation est plus ou moins derrière nous, et les dernières statistiques macroéconomiques sur l'économie américaine montrent une relative résilience de l'économie à toutes les hausses de taux qui ont déjà été engagées. Donc ça reste la zone géographique sur laquelle on est la plus confortable aujourd'hui. Si on bascule en Europe, alors là la situation est bien différente, puisque déjà on a une guerre sur le continent européen, donc ça change un peu la donne. Et puis l'Europe est embourbée dans une crise énergétique actuellement. Donc c'est vrai qu'on anticipe, les primes de risque sur le marché high yield européen devraient rester élevées tant que la visibilité sur le fond de la guerre, comme la crise énergétique, reste faible. Et si on se tourne sur les marchés émergents, alors de manière générale, quand la Fed resserre sa politique monétaire,
c'est rarement des choses qui sont porteuses pour les actifs émergents. Néanmoins, tout n'est pas homogène. Si on regarde en Amérique latine, ça se tient plutôt bien jusque-là, parce qu'en fait, les émetteurs high yield d'Amérique latine sont pour une grande partie des producteurs de matières premières et de produits énergétiques, donc ils bénéficient effectivement de la hausse des prix des matières premières. Si on se tourne vers l'Asie, et plus particulièrement la Chine, alors là, les performances sont décevantes, et ce, depuis mi-2021 même. Et on arrive à des niveaux de valorisation sur ces actifs qui sont extrêmement dépréciés, donc ça rend le risque beaucoup moins asymétrique. Et il est intéressant de noter aussi qu'en Chine, à l'inverse de la Banque Centrale Européenne et de la Fed, la Banque Populaire de Chine mène une politique monétaire qui là est beaucoup plus accommodante. Le gouvernement chinois essaie aussi de relancer son économie par des plans budgétaires assez importants. Donc tout ça, c'est des facteurs qui viennent en soutien du crédit. Néanmoins, on n'anticipe pas de rebond soutenable à court terme dans la mesure où c'est des choses qui mettent longtemps à se translater dans l'économie et que la Chine reste engagée dans une politique zéro Covid. Donc vous êtes plutôt positif, si je résume, sur les États-Unis, sur l'Amérique du Nord, Absolument. sur l'Amérique latine. Absolument. Et bon, un peu moins sur la Chine. Ouais. Et sur l'Europe. Bon, pas ouais. Vraiment, pas franchement. L'Europe, c'est compliqué. Ouais. La visibilité est quand même très très faible, donc on n'anticipe pas du tout de resserrement des primes de risque. Tant que la guerre court et qu'on n'a pas de visibilité sur un plan de soutien énergétique européen, ça me paraît compliqué, effectivement, de passer positif sur l'Europe. Hugo Demange, le choc de taux a été violent, on peut dire. C'est un des plus grands chocs que l'on ait connu peut-être des décennies, si ce qu'on peut lire en tout cas. Quel est le sentiment de vos partenaires CGP aujourd'hui? Vous les avez vus récemment à Patrimonia, sur cette classe d'actifs qui finalement est plus risquée que des obligations d'État, qui elles-mêmes d'ailleurs ont perdu des côtés aussi. Exactement. Écoutez, je vous remercie pour la question, Jean-Charles. J'en profite d'ailleurs pour les remercier très chaleureusement. Ils sont venus en nombre sur le stand à Patrimonia. Effectivement, ça faisait partie des nombreuses questions que l'on avait sur ce stand. Et puis, on a senti, donc, il y avait un sentiment quand même contrasté, avec des marchés effectivement compliqués, donc beaucoup d'attentes de ce point de vue-là. Et puis, on a senti vraiment un regain d'intérêt sur la classe d'actifs obligataires, notamment avec ces remontées de taux, et puis notamment sur les stratégies fixed income. Donc voilà, on a pu les renseigner et on était ravis d'échanger avec eux en tout cas. C'est vrai que paradoxalement, cette hausse des taux nous ramène à parler des taux, nous ramène à parler de la classe d'actifs obligataires, qui était un petit peu, je ne dirais pas délaissée, mais on était plus entier des actions. Alors Victoire, je reviens vers vous. Obligation à haut rendement par définition, donc risque de défaut plus important, en tout cas que évidemment sur des obligations d'État. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces hypothèses de défaut, en tout cas vos hypothèses de défaut à la française, et nous expliquer en quoi les fonds à échéance à yield, parce qu'il faudrait bien rappeler, donc c'est des fonds à échéance, si vous pouvez juste nous refaire un petit point dessus. Et ça peut être une opportunité aujourd'hui dans le contexte de marché. Oui, bien sûr. Alors, si on commence avec les défauts, ce qui est sûr, c'est qu'avec un environnement macroéconomique qui se détériore et un coût de l'emprunt qui augmente, on va avoir des défauts qui actuellement sont à un niveau très bas. Dans les pays développés, on est autour de 2%, mais les taux de défaut devraient augmenter, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que le high yield, sur les 10 dernières années, était considéré comme le seul endroit où on pouvait capter du rendement positif. Je pense qu'il est important de considérer le high yield pour ce qu'il est, c'est-à-dire un rendement attaché à un risque, et que la diversification et la sélection des obligations en portefeuille vont être des éléments clés sur les mois à venir. Si on regarde, si on s'intéresse aux fondamentaux des entreprises pour voir d'où on part, ce qui est sûr, c'est que là, c'est assez rassurant dans la mesure où, quand on regarde les bilans des entreprises, ils sont assez sains. Les entreprises ont ramené leur niveau d'endettement à des niveaux pré-Covid. Les marges, souvent, sont au-delà des marges qu'on avait avant la crise du Covid. Donc on a plutôt un profil d'entreprise qui est bien positionné pour rentrer, pour faire face à la dégradation du contexte économique. Dans votre fonds, j'entends bien.
De manière générale, même sur le marché, on a plutôt des entreprises qui ont bien recalibré leur endettement et qui ont profité de l'année 2021 avec des profits qui ont été excellents, même jusqu'au premier semestre 2022. Par ailleurs, en 2021, on a vu énormément d'émetteurs venir refinancer leurs échéances courtes sur le marché obligataire, ce qui veut dire qu'il y a très peu de besoins de refinancement urgents à court terme. Et par ailleurs, la visibilité étant faible sur l'environnement économique, les entreprises maintiennent un niveau de cash, de trésorerie au bilan extrêmement important. Donc les défauts vont augmenter, c'est sûr. Oui, parce qu'on parle quand même un peu de récession. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est important de regarder la structure du marché au moment où on rentre en récession et on est plutôt conforté par le fait que les entreprises ont plutôt de la flexibilité, je dirais, pour supporter cette récession. Alors après, les défauts vont évidemment dépendre de l'ampleur de la récession et de la longueur aussi. Ça, c'est un peu difficile à estimer aujourd'hui, mais ce qu'on sait, c'est qu'elles ont plutôt les armes pour rentrer dans un contexte économique qui sera dégradé. Donc on verra des hausses de défauts, mais chez nous, on n'anticipe pas une hausse abrupte, soudaine, un pic, un stress de liquidité massif sur le marché. À très court terme, ce qui est sûr, c'est, vu ce qu'on a décrit un peu en amont, il est difficile d'anticiper un resserrement massif des primes de risque. Néanmoins, pour des investisseurs de moyen long terme, on commence à avoir des points d'entrée qui se profilent avec des rendements sur le marché du high yield qui regagnent largement des couleurs, puisqu'on est autour de 8%. 8% sur le marché du high yield, c'est le niveau de rendement qu'on avait sur le high yield européen au pic du Covid. Donc on retrouve quand même des rendements relativement attractifs. Et étant donné que la volatilité va être forte, on pense que les fonds à échéance ou les fonds de portage, ces fonds à échéance sont relativement appropriés, puisque si je rappelle brièvement la philosophie de ce genre de fonds, c'est de répliquer au mieux le comportement d'une obligation. C'est-à-dire que vous avez une maturité fixée, un horizon d'investissement fixe, vous avez une visibilité sur le rendement, et vous avez un risque de taux et de crédit qui va décroître au fur et à mesure que vous approchez de la maturité et donc de l'échéance du fonds. Et avec les performances qu'on connaît depuis le début de l'année, un investisseur qui souhaiterait aujourd'hui se positionner sur un fonds à échéance achète en réalité un panier d'obligations, donc très bien diversifié, puisque chez nous, on a plus, sur le fonds rendement global 2028, on a plus de 140 lignes en portefeuille, donc très bien diversifié, à un prix très déprécié, puisque les obligations high yield entre le marché US et le marché européen se traitent en moyenne entre 80 et 85 du pair, donc c'est très déprécié, et ils devraient bénéficier, évidemment en cas de défaut, de la convergence vers le pair à la maturité de ces obligations, et donc à l'échéance du fonds. D'accord. Au niveau des marges, un complément par rapport à ces fonds à échéance ? Ça a été très bien exposé par Victoire. Je confirme. Rappeler simplement que vraiment l'intérêt de ce type de stratégie, c'est vraiment d'avoir de la visibilité sur son rendement. Et comme l'a très bien dit Victoire, aujourd'hui, il y a des opportunités qui se créent quand même sur le marché. On voit des primes de risque qui repartent, qui sont au-dessus de leur moyenne historique. On se rappelle tous de 2008 avec toutes ces sociétés. On pensait tous que les sociétés allaient faire faillite. Donc explosion à la hausse. On a parlé à l'instant de 2020 et de la crise Covid. Aujourd'hui, on revient sur des niveaux extrêmement intéressant d'un point de vue prime de risque, et c'est des points d'entrée clairement pour aller sur ce type de stratégie. Attention, tout de même, chez la Française, on se veut prudent dans notre approche et dans notre discours. Il y a peu de visibilité quand même, donc on conseille, on préconise en tout cas de lisser les points d'entrée, ou en tout cas d'y aller progressivement. D'accord, de rentrer en progressif. Exactement. Donc par versement programmé. Tout à fait, pourquoi pas, c'est une solution. C'est une solution tout à fait. Que vous pratiquez. Exactement, en tout cas dans le contexte actuel. De toute façon, c'est un fonds qui est ouvert jusqu'au 30 juin 2024. Il y a encore le temps, on peut encore soit attendre, mais voilà, on pense qu'il y a quand même des points d'entrée et des opportunités à saisir tout de même actuellement. Alors justement, ce fonds LFRG 2028, donc on venez de le rappeler, est ouvert jusqu'au 30 juin 2024. Exactement. Donc évidemment sur du high yield, fonds échéance.
Qu'est-ce que c'est que ce fonds? Dessinez-le. Alors, dessinez-moi ce fonds. Comment est-il construit? Donnez-nous les principales caractéristiques pour les CGP qui nous regardent. Tout à fait. Les principales caractéristiques, comme son nom l'indique, c'est un fonds qui est global. Donc, on a parlé de diversification, c'est, je pense, le maître mot de ce fonds. Diversification géographique, bien évidemment. Je rappelle que, on joue bien évidemment la zone Europe, mais également la zone US et un petit peu d'émergents. Il faut savoir que le marché high yield est un marché extrêmement profond. Aujourd'hui, c'est plus de 2500 milliards pour environ 1700 émetteurs. Et si on n'investissait qu'en Europe, on se privait de 75% du stock finalement. Donc on a cette expertise, on a ce savoir-faire chez la Française d'aller chercher le rendement sur d'autres zones géographiques. Qui d'ailleurs sont à privilégier, si j'ai bien suivi. Exactement. Exactement. Amérique latine. Exactement. Donc aujourd'hui, ça fait vraiment, dans le contexte actuel, vraiment notre force d'aller sur ce type de produit, donc diversification géographique, diversification en termes de secteurs. On va jouer. Poser la question, est-ce qu'il y a des secteurs privilégiés justement? Bien sûr. Alors aujourd'hui, on va plutôt aller sur des secteurs qui sont un peu plus défensifs, de type télécommunications, de type pharmaceutique, de type services. Pour les secteurs un petit peu plus cycliques, on va aller vers vraiment des notations crédit best in class, donc choisir les meilleures sociétés. Alors j'ai quelques exemples. Un exemple, par exemple, une entreprise française que je pense bon nombre de nos CGP connaissent, Forestia, qui est un équipementier automobile, qui est noté B. Donc une belle qualité de crédit, ça aussi ça fait partie des choses que l'on met en avant au travers de ce fonds, enfin en tout cas dans le contexte actuel. C'est le couple rendement-risque qui nous semble le plus attrayant, donc on remet beaucoup de B en portefeuille, donc une belle qualité de crédit et qui offre des rendements tout à fait intéressants. Donc voilà, Forestia pour la partie un peu plus cyclique. D'autres titres, oui. Bien sûr, Iliad par exemple, groupe français également de télécommunications. Rexel, qu'on aime bien, ça c'est pour la partie française. Pour la partie plutôt US, on a des titres type Nielsen ou Belden, par exemple. Voilà, okay. Ça c'est le type de titres que l'on va aller chercher au sein du portefeuille. On va retrouver aujourd'hui dans le RG LFRG de 2028. Exactement. Qui dit investissement international dit couverture. Donc tout le à fonds fait. Est couvert. Tout à fait. Tout est couvert. Les devises sont couvertes. Les devises sont couvertes. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de. Parce que c'est un souci aujourd'hui. On va en parler. À l'heure où nous parlons, c'est les problématiques euro-dollar. En tout cas, voilà, c'est un souci. Victoire, donc on parlait du RG 2028, pardon, mais il y a aussi un RG 2025. Alors, est-ce qu'il y a une différence finalement entre ces deux fonds aujourd'hui? Alors, ça se passe alors la philosophie de gestion qui est appliquée dans Rendement Global 2025 est exactement la même que celle qu'on applique dans Rendement Global 2028. Je rappelle que 25 aujourd'hui est fermé à la souscription, mais le mode de gestion est le même dans la mesure où la sélection de titres est faite sur la base d'une analyse financière rigoureuse. Donc quand on rentre un titre dans Rendement Global 2025, il est possible que vous le retrouviez dans Rendement Global 2028. La diversification du fonds reste très importante puisqu'on a plus de 130 lignes en portefeuille et il est à noter qu'aujourd'hui, vu le contexte de marché et vu que les courbes de taux sont plates, le rendement offert par Rendement Global 2025 est plus ou moins similaire au rendement que l'on peut retrouver dans Rendement Global 2028, alors qu'il a une duration plus courte et une sensibilité plus faible au risque de taux aujourd'hui. D'accord. En matière de couverture, même chose? Alors c'est vrai que je pense que dans les fonds à échéance, en tout cas sur le range chez nous, il y a 3 éléments qui peuvent impacter la performance du fonds. Donc on a parlé des défauts. On a le change, effectivement, puisqu'on opère globalement et que, alors on est surtout en ce qu'on appelle hard currency, donc vous allez retrouver du dollar, du GBP ou du CHF, mais tout est couvert. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le coût du change est à un niveau historiquement haut. Alors c'est expliqué par plusieurs choses. La première chose étant que le dollar s'est fortement apprécié. Le dollar fait toujours office de valeur refuge, donc quand ça tangue, on va plutôt acheter du dollar. Et c'est
est aussi expliqué par le retard que la Banque Centrale Européenne a dans le resserrement de sa politique monétaire par rapport à la Fed. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et que la BCE va augmenter ses taux, on peut imaginer que le coût du change va plutôt tendance à baisser. Néanmoins, au jour d'aujourd'hui, pour limiter l'impact dans les fonds, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des arbitrages, quand cela est possible, sur certains émetteurs. C'est-à-dire que pour ceux qui émettent dans les deux devises, on va privilégier l'investissement sur la patte euro versus la patte dollar pour un même émetteur et une maturité relativement similaire. Et c'est vrai qu'on a fait pas mal d'arbitrages cet été, et le rendement additionnel que l'on peut avoir sur la patte euro peut aller jusqu'à entre 3 et 4% supplémentaires pour une même maturité et un même risque crédit. Et enfin, le troisième risque, c'est le risque de rappel anticipé. Remboursement anticipé. Voilà. Alors, pour rappel, les obligations high yield ont une petite spécificité par rapport aux obligations investment grade, puisque la plupart des obligations high yield, en fait, ont ce qu'on appelle des clauses de remboursement anticipé qui sont à la main de l'émetteur et qui sont définies au moment de l'émission, donc c'est à une date fixe et un prix déterminé à l'avance. Et c'est vrai qu'on a vu ces dernières années, avec des politiques de taux toujours plus bas, un certain nombre de millésimes de fonds à maturité qui ont souffert de ces rappels anticipés, puisque les émetteurs, dans des contextes de baisse de taux, tout comme on renégocie un crédit immobilier à la baisse, viennent rappeler avant la maturité leurs obligations pour réémettre une nouvelle obligation avec un coupon plus petit. Et donc le réinvestissement, ce mouvement a été dilutif pour le rendement des fonds à maturité qui ont été lancés précédemment. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est plus du tout dans le même contexte, parce qu'on a une dynamique haussière des taux, donc ce risque est beaucoup moins présent aujourd'hui, voire inexistant d'ailleurs, parce qu'un émetteur n'a pas du tout intérêt à venir réémettre aujourd'hui sur le marché obligataire, et quand bien même il le ferait, en fait, c'est relutif pour le rendement du fonds, puisque le coupon qui sera obligé de mettre en circulation sur le marché sera bien plus important que le coupon qu'il avait auparavant sur une obligation. Effectivement inverse, qui a un peu, entre guillemets, pénalisé le fonds 2025. Absolument. Alors, le fonds 2025 est tombé dans une période où... Et du coup, il devrait moins souffrir de ça aujourd'hui. Et si on a des remboursements anticipés, de toute façon, on pourra réinvestir à un taux qui sera relutif. C'est plus important. Autre point important, un point d'actualité, je tendance à vous poser la question à tous les deux, mais Hugo, est-ce que ce fonds est, on va dire, durable, vert? Est-ce qu'il y a des engagements en termes de durabilité? Aujourd'hui, c'est là... Complètement vert. Complètement vert. Non, c'est un fonds effectivement qui a une approche durable et responsable. Il est labellisé ISR, SFDR 8, ce que demandent maintenant les plateformes et assureurs de plus en plus. Règlement européen de disclosure, juste pour... Complètement. Donc, il respecte les contraintes du label. Et puis, il faut savoir aussi, chez la Française, on a une équipe de recherche en investissement durable qui est basée à Londres et qui épaule les équipes de gestion sur justement toute cette partie extra-financière. Donc voilà, aujourd'hui, on est complètement dans l'air du temps, je dirais. Donc il faut aller chercher des obligations à haut rendement dans des entreprises responsables. C'est ça, donc il y a quand même un deuxième filtre en fait. Exactement. Ça fait partie de l'analyse. Quand on sélectionne une obligation, on a l'analyse financière qui vient effectivement en premier lieu. Enfin, l'analyse... la contrainte de maturité déjà, puisqu'on a un fonds de maturité, l'analyse financière, et puis on regarde au parallèle avec les équipes de développement durable tous les KPIs extra-financiers, je dirais, pour savoir si l'obligation est investissable ou pas. D'accord. C'est important puisque, on aime bien le rappeler à chaque fois, demain, il va y avoir un test d'adéquation pour les clients, à l'appétence à la durabilité sur les produits d'investissement. J'espère vous revoir sur ce plateau pour d'autres approches financières et macroéconomiques. Donc, il faut jouer la carte du segment high yield. Il y a les fonds à échéance, il faut le dire, modérément, comme bien sûr, à consommer avec modération. Victoire Dugrosjean, high yield portfolio manager, j'ai toujours du mal à le dire, chez la Française. Merci d'être venu sur ce plateau. Hugo Demange, donc responsable relations investisseurs chez la Française. Merci de votre venue. À très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de la Française.